Cette semaine, un sujet qui touche beaucoup de femmes, la rétention d'eau. Dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi on fait de la rétention d'eau et surtout les solutions pour la diminuer. Mais d'abord, la rétention d'eau, c'est quoi? Finalement, on a deux tissus qui communiquent en permanence l'un avec l'autre. Nos vaisseaux, qui sont nos vaisseaux sanguins, et qui partagent du fluide avec un endroit qu'on appelle le tissu interstitiel. C'est là où se trouvent nos cellules. Normalement, l'échange entre les deux est toujours égal. Il en rentre autant qu'il en sort. Lorsqu'on fait de la rétention d'eau, il en rentre beaucoup plus qu'il n'en sort. Du coup, le tissu interstitiel gonfle. Et c'est là que l'on peut apercevoir la rétention d'eau à l'œil nu. Comment on peut savoir finalement si on en souffre? Tout simplement en s'observant. Si autour de vos bagues, vos doigts gonflent, si vous avez facilement des marques autour de vos chevilles, les marques de vos chaussettes, si lorsque vous restez longtemps debout, vous avez tendance à avoir les chevilles et le bas des jambes qui gonflent et les pieds aussi qui gonflent, vous souffrez très probablement de rétention d'eau. Il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer ça. Certaines font partie de notre mode de vie, donc c'est des causes sur lesquelles on a un pouvoir, on peut y faire quelque chose. La première d'entre elles, c'est l'hydratation. En effet, notre corps, s'il manque d'eau, va avoir tendance à stocker tout ce qu'il croise comme eau. Paradoxalement, au moins vous buvez, au plus vous allez stocker de l'eau dans ce fameux tissu interstitiel. Idéalement, il faut boire entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour, en fonction de sa taille, de son poids, mais aussi de son activité. Si on est une petite femme mince, certainement qu'1 litre d'eau ça suffit, en plus des fruits et légumes, alors que si on est plutôt grande, charpentée, sportive, il vaut mieux s'approcher des 2 litres d'eau. Effectivement, l'été, quand il fait chaud, il faut aussi augmenter un peu sa consommation, puisqu'on transpire beaucoup plus. L'excès d'hydratation est aussi un problème. Boire trop d'eau, on peut considérer que c'est au-delà de 3 litres par jour, pose aussi un problème pour la rétention d'eau. Avoir envie de boire très souvent, tout le temps soif, ça peut aussi être le signe d'une pathologie sous-jacente, potentiellement du diabète ou alors une hyperthyroïdie. Dans ce cas, il faut peut-être vous rapprocher de votre médecin. L'eau, il faut idéalement la boire régulièrement. Ne pas faire le chameau pendant plusieurs heures et d'un coup boire un demi-litre. Ça, votre corps aime pas ça du tout. En fait, ça crée un stress hydrique. Vos cellules sont vraiment en manque d'eau et du coup, ça envoie l'information de attention, la prochaine fois que je croise de l'eau, il va falloir que je la stocke absolument. Le deuxième point sur lequel on peut faire quelque chose, c'est notre consommation de sel. Ça, c'est assez connu, mais l'excès de sel favorise la rétention d'eau. Le sel retient l'eau. Normalement, l'OMS recommande que nous mangions environ 5 à 6 grammes de sel par jour. Il faut savoir que en France, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 12 grammes par jour, ce qui est le double. Le sel, il se retrouve évidemment dans la salière, mais ça, c'est plutôt facile à contrôler. Il faut essayer de goûter avant de saler, de pas forcément laisser la salière sur la table. Mais il se trouve aussi dans des aliments, c'est plutôt du sel caché, on n'a pas vraiment conscience que ces aliments soient aussi salés. C'est le cas par exemple du pain, qui est très salé, du fromage, des charcuteries, mais aussi de tous les aliments industriels. Dans ces aliments, les industriels, justement, ajoutent du sel, car c'est pas cher, et c'est un exhausteur de goût. Ça va donner plus de goût à votre préparation. Comme c'est des filous, si vous lisez l'étiquette nutritionnelle, vous n'allez pas toujours voir apparaître sel. Sur certaines étiquettes, vous verrez apparaître à la place sodium. Il s'agit bien de sel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 400 mg de sodium est égal à 1 g de sel. C'est pour ça qu'il note sodium, c'est pour pas qu'on se rende compte à quel point ce produit est salé. Certaines eaux en bouteille peuvent aussi être très salées. Il faut vraiment que vous fassiez attention à la composition. Prenez le temps de lire l'étiquette. Le sel nous fait arriver sur le point suivant qui est l'équilibre acido-basique. J'y consacrerai d'ailleurs une prochaine vidéo pour rentrer un peu plus en détail dans ce concept. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre entre le sodium et le potassium dans l'organisme, mais aussi l'équilibre entre l'eau intracellulaire et extracellulaire.
Donc, si notre organisme contient trop de sel, de sodium, ces deux milieux qui sont tout le temps en train de se compenser, l'intérieur de la cellule et l'extérieur, donc le fameux tissu interstitiel, si il y a trop de sel, de sodium, eh bien, le tissu interstitiel, donc la rétention d'eau, va augmenter énormément. Pour compenser ce phénomène, il faut essayer de manger du potassium parce que finalement, c'est ce qui rééquilibre la balance. Le potassium, on le trouve naturellement dans les végétaux, les légumes notamment, les fruits. Il est aussi dépendant de la qualité du sol dans lequel les légumes ont poussé. Si c'est un sol pauvre en nutriments, qui a été lavé, ou alors encore pire si ce sont des végétaux hors sol, par exemple les tomates qu'on trouve l'hiver au supermarché sont cultivés sans terre finalement. Dans ces fruits et légumes-là, vous n'allez pas trouver de potassium, quasiment pas. Vous pouvez aussi vous servir, pourquoi pas, de sel de potassium. Au lieu de vous servir d'un sel de table de sodium classique, vous pouvez utiliser celui-là que vous trouvez dans les magasins spécialisés ou dans les magasins bio. L'alcool aussi est un déshydratant absolu. Lorsqu'on boit, et lorsqu'on boit un petit peu plus que d'habitude, ça crée vraiment un stress hydrique très important. En fait, nos cellules se déshydratent complètement. C'est un stress temporaire, mais qui peut avoir un impact assez significatif, en tout cas, sur l'aspect visuel de notre rétention d'eau. Si on boit beaucoup lors d'une soirée, par exemple, il y a quand même de fortes chances qu'on puisse observer que notre rétention d'eau a augmenté le lendemain. Donc, on essaie de ne pas trop boire, évidemment, et si on fait la fête, on s'astreint à boire aussi des verres d'eau. On n'y pense pas forcément, mais essayez de penser un petit peu tout au long de la soirée à boire de l'eau. En plus, quand on parle d'apéro, on parle souvent de choses très salées qui accompagnent, de la charcuterie, des crackers. Donc, c'est quand même important de vous hydrater à ce moment-là. Le point suivant qui a rapport avec notre mode de vie, c'est la sédentarité. En fait, le fait de ne pas bouger assez, soit parce qu'on est assis longtemps à son bureau, soit parce qu'on a un mode de vie qui est sédentaire naturellement. L'eau qui est bloquée dans ce fameux tissu interstitiel et également dans la lymphe, qui est quelque chose qui est juxtaposé, ne peut pas se déplacer toute seule. Il n'y a pas de système nerveux là-dedans. Le seul moyen de la déplacer, c'est le mouvement. Le mouvement, on peut le trouver tout simplement par la marche. Marcher, mais pas forcément aller faire une marche sportive, quoique c'est très bien. Mais même se garer loin sur les parkings, si on n'a pas des douleurs qui nous en empêchent, privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur, jardiner, enfin bouger. Les études montrent que, entre les personnes qui ne bougent pas beaucoup et les personnes qui sont plutôt actives, la circulation de la lymphe a un ratio de 1/40. C'est-à-dire que si vous êtes sédentaire, elle bouge très lentement et très peu, alors que si vous bougez, elle bouge 40 fois plus. C'est quand même pas mal. Pour faire circuler aussi cette eau et cette lymphe, il existe les drainages lymphatiques et les massages spécifiques qui fonctionnent très bien et qui peuvent être aussi d'une aide supplémentaire. Puis enfin vient le manque de sommeil. Lorsque l'on dort, on perd environ 1 litre à 1,5 litre d'eau. Si on dort mal, si on dort peu, finalement cette eau ne va pas sortir de notre corps et va finir par se stocker dans nos tissus. C'est vraiment un domaine qui demande de l'investigation. Pourquoi est-ce qu'on dort mal? Est-ce que ça date d'il y a très longtemps? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est lié au stress? Est-ce que ça n'a rien à voir? En tout cas, il faut aller plus loin, il faut se documenter et ensuite, lorsqu'on a mis le doigt sur les causes, on peut s'aider, soit de petites techniques de relaxation, soit de plantes qui seraient sédatives ou éventuellement de mélatonine. Un adulte devrait dormir pour être en forme entre 7 et 8 heures. Donc, tous ces points mode de vie, finalement, on peut y faire quelque chose. Après, il existe des causes qu'on pourrait qualifier de systémiques. La première d'entre elles, c'est l'héritage génétique. On peut avoir hérité d'un génome qui soit à rétention d'eau ou de mauvais retours veineux. Et ça, on l'observe sur nos aïeux, sur nos parents, nos grands-parents, particulièrement sur les femmes. Dans ce cas, on ne peut pas y trouver une solution définitive, mais on peut s'aider de petites solutions naturelles. Par exemple, pour le retour veineux, le remède de grand-mère par excellence, c'est la douche froide sur les pieds
et sur les jambes. Ça favorise grandement le retour veineux. Le mouvement, comme on l'évoquait juste avant, et aussi le fait de relever légèrement ses jambes lorsqu'on est allongé, donc soit sur son canapé, mais aussi quand on dort. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter 1 ou 2 livres sous votre matelas, ce qui permettra une légère inclinaison, mais qui ne dérangera pas le reste de votre corps. En complémentation, vous avez également la vigne rouge, qui fonctionne très bien. Parmi les grandes causes de la rétention d'eau, il y a tout ce qui a trait aux fonctions hormonales. Déjà aux fonctions hormonales féminines, on peut observer lorsqu'on a un syndrome prémenstruel que l'on stocke beaucoup plus d'eau juste avant d'avoir nos règles. Finalement, c'est lié à l'hyperœstrogénie qui a lieu à ce moment-là. Puis, on dégonfle tranquillement une fois nos règles déclenchées et passées. Dans ce cas, il existe des plantes, qu'on dit des plantes de la féminité, qui peuvent aider à réguler finalement cette hyperœstrogénie temporaire. Le gâtillier notamment, l'achillée millefeuille, l'alchémille, qui sont vraiment des plantes spécifiques du féminin. Une des stars de la gestion de nos hormones, c'est la thyroïde. Lorsqu'elle ralentit et qu'elle devient un peu flemmarde, elle va impacter directement la fonction rénale et finalement l'excrétion d'eau et de sel. En bref, et c'est un trouble qui est très féminin, sans parler d'une thyroïde qui serait malade et qui nécessiterait un traitement, beaucoup de femmes ont une thyroïde qui ne fonctionne pas de manière optimale. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le lien ici. Lorsqu'on a un taux de TSH entre 1 et 2, voilà, on est dans quelque chose qui est santé, alors que la norme des labos va jusqu'à 4,7, 4,8. Donc on peut considérer que si notre taux de TSH va au-delà de 2, il y a déjà un signe de ralentissement. Et dans ce cas, on peut avoir une facilité à retenir l'eau et donc à faire de la rétention. Si c'est le cas, mais il faut quand même investiguer un petit peu, donc par le biais d'une prise de sang ou une investigation clinique, dans ce cas, il vaut mieux se rapprocher d'un professionnel. Vous pouvez vous aider de complémentation, de cofacteurs de la thyroïde. Il y a des petits micronutriments qu'elle adore, l'iode par exemple. Donc si vous mangez vous-même très peu de fruits de mer, de poissons, il y a quand même une chance non nulle que votre thyroïde manque d'iode, surtout si vous n'habitez pas au bord de mer. Elle adore aussi le sélénium notamment, mais aussi la thyroïde. Enfin, dans les causes qui sont imposés, il y a les traitements médicamenteux. En effet, les traitements anti-hypertenseurs et les traitements à base de cortisone vont favoriser la rétention d'eau. Dans ce cas, il est conseillé, mais vous le savez certainement, de limiter très fortement sa consommation de sel pour ne pas amplifier le phénomène. Donc en conclusion, la situation idéale pour faire de la rétention d'eau, ce serait quoi? Eh bien, ce serait de faire un apéro, un peu arrosé, soit en bord de mer. Oui, parce que la chaleur aussi augmente la rétention d'eau, mais ça je vous l'avais pas dit. Ou dans une pièce qui est bien chauffée, sans bouger du tout, en oubliant de boire tout au long de la soirée, en mangeant de la charcuterie et des crackers, en se couchant bien tard et en dormant très mal. Là, on est sur l'excellence, le top du top. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en la likant, en la partageant si ça peut intéresser d'autres, ou encore mieux, en vous abonnant. À la semaine prochaine!